Bonjour à tous, aujourd'hui le commentaire audio du film L'Histoire sans fin, réalisé par Wolfgang Petersen en 1984. Alors je me base sur un film qui fait 93 minutes et 42 secondes. Euh, et vous avez beaucoup de chance que l'on peut trouver en tapant Neverending Story Complete Film sur votre moteur de recherche préféré. Et il y a un site qui apparaît dans les 10 premiers résultats. C'est pas Footlocker, mais c'est tout comme. Et donc là, après, vous pouvez l'avoir en streaming. Voilà. Donc quand je vous dirai go, vous pourrez appuyer sur play et démarrer ce commentaire audio. Go! Ah, que serait l'histoire sans fin sans la chanson éponyme? Enfin, du moins pour le titre original du film, The Neverending Story, interprété par l'incroyable Limal, de son vrai nom Christopher Hamill, né à Wigan, en Grande-Bretagne, en 1958. Et il avait donc, ce monsieur, 26 ans, quand le film est sorti. Donc le générique mythique, accompagné de la chanson mythique de Limal, Neverending Story. Très beau générique, très contemplatif. C'est assez étonnant, cet enchaînement de séquences courtes avec des fondus au noir. Voilà, donc pour tout ça, c'est des trucs tournés en studio avec des bons nuages de fumée. Ce qui a fini par me déranger, c'est avec ces scènes, c'est qu'on a l'impression que c'est des... Ils refourguent en fait des images du film pour faire le générique. Ça, c'est quand ils sont dans le ciel avec Falcor. Précédemment, vous voyez, on a l'impression de voir le néant. Et on se dit, alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des images qui ont été utilisées pour le film, ou peut-être c'était des images qui ont été tournées quand ils préparaient le film, voilà, pour s'entraîner avec les effets spéciaux. Voilà, c'est bête, mais ça finit par me déranger en fait. J'ai l'impression, voilà, ils refourguaient des images d'archives, des images, mais qui sont très belles. Et il y a aussi peu de sang, je trouve, avec ces images. Ça me fait penser à ces dessins que font les gens, vous savez, à la bombe de peinture. Vous savez, sur les marchés, ils ont des pochoirs. C'est vrai que c'est beau. C'est des beaux dégradés, mais voilà, voilà, on se dit que c'est le ciel, mais c'est très abstrait quand même. Beaucoup de noms allemands, car il s'agit d'une production allemande. Donc à la base, l'Histoire sans fin, c'est un livre écrit par Michael Ende en langue allemande. Donc ensuite, le film s'est monté, donc inspiré du livre. Ça a été tourné dans les studios de Bavaria Film, qui sont donc près de Munich. Et pour les scènes en extérieur, donc à Vancouver, c'est toutes les scènes, vous voyez, avec les tyrans là qui sont très méchants avec Bastien là dans la rue, la poubelle, tout ça, ça a été tourné à Vancouver, là, les immeubles, la ville, en fait, toutes les scènes de ville, donc à Vancouver au Canada. Et il y a également eu des extérieurs tournés en Espagne, donc je pense que ça doit être pour tout ce qui est les déserts, les déserts de roches, je pense également j'aurais tendance à dire la mer aussi peut-être. Donc voilà, donc c'est une production allemande. C'était à l'époque la production allemande, donc, allemande de l'Ouest, il faut le préciser, il n'y avait pas eu la réunification. Donc la production ouest-allemande la plus chère de toute l'histoire du cinéma en Allemagne. Le film a coûté 60 millions de Deutschmark, ce qui correspond à 27 millions de dollars. Donc de l'époque, j'aurais tendance à dire que ça doit être 40 millions de dollars aujourd'hui, donc ce qui est pas énorme pour une production, on va dire, de cette ampleur de nos jours, mais bon, à l'époque, c'était la plus grosse production du cinéma allemand. Voilà, je suis sûr qu'un film comme La Chute, par exemple, a dû coûter bien plus cher. Donc, et voilà, et donc l'auteur du livre
a déclaré qu'il était mécontent du film et en fait il a refusé que son nom apparaisse au générique du début. Donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il a reproché au film et voilà, on voit cependant son nom, Michael Land, on le voit apparaître à la fin du film. Voilà, et donc chose également étonnante, le film a été tourné en anglais. Alors que voilà, c'est un livre allemand, voilà, ça a été tourné en Allemagne, ce sont des fonds allemands, mais ça a été tourné en anglais. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, donc, alors, on considère le film comme un échec commercial, pour un budget de 27 millions de dollars, le film a rapporté 20 millions de dollars aux États-Unis. Bon, je pense quand même qu'il est rentré dans ses frais par rapport à l'exploitation monde. En France, le film a fait 740 000 entrées, ce qui est pas énorme pour un film on va dire un gros film, un film à effets spéciaux. En revanche, les critiques ont été bonnes et c'est vrai que enfin, voilà, c'est un film qui a marqué toute une génération. Je pense que voilà, c'est un film qui a une deuxième vie en cassette vidéo par la suite et en diffusion télé. Michael Hand, donc l'auteur du livre L'Histoire sans fin, apparemment aurait voulu que l'adaptation ciné soit dirigée par Andrew Vajda, soit par Akira Kurosawa. Ah, je me souviens, ces cartables à carré. Donc voilà, eux c'est les badass, c'est les bullies, les tyrans du quartier. Étonnamment beaucoup de Mercedes aux États-Unis. Je crois que ça a été tourné, donc c'est une production allemande, L'Histoire sans fin, mais donc là ça a été tourné à Toronto il me semble. Mais ces cartables on les avait en Europe, hein. Ces cartables carrés là, Scout, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Cartable Scout. Bon ça va, c'est une poubelle relativement propre, hein. C'est une poubelle sèche. Ah, c'est vraiment les gros cons. Aujourd'hui, ils sont managers chez Goldman Sachs. Alors, je profite de cette petite pause pour faire un point sur Barrett Oliver. Donc, c'est-à-dire que son prénom, c'est Barrett. D'accord. Bon. Super. Barrett Oliver a quand même 40 ans hein, aujourd'hui. Il est né en donc 73. Et alors lui, donc là, je découvre sa film. Donc moi, je m'en souvenais dans Daryl. C'est l'enfant robot là qui pilote un avion de chasse. Je crois d'ailleurs c'est la seule scène que j'ai vue de ce film. Voilà, qui s'attache enfin qui devient pote avec un enfant de 10 ans, voilà, et qui veut être traité comme un humain. Enfin, alors qu'est-ce qu'a fait Barrett Oliver exactement dans sa carrière? Commencé en 81 par l'épisode 3 de la saison 5 de l'Incroyable Hulk, où il joue le rôle de Jimmy. On l'a également vu dans l'épisode 2 de K2000. Et enfin, son succès arrive en 1984 avec L'Histoire sans fin. Il enchaîne, alors, tout ça, ça ne me dit rien du tout. Alain Daryl 185. Il fait la même année également Cocoon. Et 3 ans plus tard, Cocoon le retour. Et après, plus rien. Voilà, donc c'est vraiment, c'est étonnant, c'est quelqu'un qui a dû complètement se ranger du show business et de la carrière d'acteur. Voilà. Donc il a uniquement fait des 88, il avait quoi du coup 15 ans. Voilà, c'est ça. Donc et après, plus rien. Il a rien fait étant adulte. Ouais, alors j'ai lu que paraît-il l'Aurine originale, celle qu'on voit dans le film Histoire sans fin numéro 1, elle serait dans un sous-verre dans le bureau de Steven Spielberg. Je sais pas ce que ça vaut cette info.
L'histoire sans fin 1 est assez fidèle avec la première partie du livre, éponyme. Voilà, donc en fait, Bastien s'étant manifesté assez tard et ayant mis assez de temps pour réaliser qu'il faisait partie de l'histoire sans fin et pour donner un nom à la jeune, à la petite impératrice, du coup, il ne reste plus qu'un grain de sable de tout Fantasia. Et la petite impératrice lui confie Laurine et qu'elle a la faculté d'exaucer tous ses souhaits pour reconstruire Fantasia. Je trouvais cette musique angoissante. Quand j'avais l'impression de partir en couille à l'école, j'entendais cette chanson. Là encore, pour moi, c'est la chanson enfin, plutôt la musique de la personne qui se marginalise. Vous voyez, donc, c'est terrible, hein. Il arrive en retard. Il n'y a plus personne dans les couloirs. Les cours ont déjà commencé. Moi, étant petit, je trouvais ça très dur d'être marginalisé comme ça. Voilà, alors c'est même pire que ça, c'est l'interrogation a déjà commencé. On voit sa table de vide. Il est très seul, Bastien, pendant tout ce film. En fait, les seules personnes avec qui il est en contact sont les adultes donc son père qui est autoritaire, et là, ces gosses de la rue qui sont très méchants avec lui, il est seul, Bastien. Alors, je trouve ça assez étonnant, cette irruption là du fantastique, du science fantasy, là, d'un coup, comme ça, sans transition, sans prévenir. Il y a également des couleurs plus chaleureuses. Alors là, pour cette scène, d'ailleurs, on voyait très bien le trucage, je trouve, sur la cassette vidéo. En fait, le principe, c'est il y a une scène donc sur laquelle sont là le mec avec son escargot et l'espèce de farfadet. Et en fait, il y a un grand écran où est projeté live la séquence où le mangeur de pierre arrive avec son scooter. Dans sa moto, c'est peut-être plus adapté. Et en fait, au moment où il arrive, où il freine, ils envoient des gros nuages de fumée sur le plateau. Et également, en fait, vous pouvez voir toute la base de l'écran est masquée par des rochers, des arbres, voilà. Et voilà, et je trouve qu'on là on le voit pas très bien, mais c'est un truc voilà euh, quand je l'ai vu à 15 ans en VHS, ça m'avait marqué. On voyait enfin vraiment
on voyait bien la distinction entre le premier plan donc, qui était en studio et le deuxième plan qui était euh, voilà, de l'image projetée sur écran. Le mangeur de pierre, j'ai vu qu'il l'appelait également golem. Ça me disait quelque chose, et en fait, c'est bien ce qui me semblait. Le golem, c'est dans la mythologie juive. C'est en fait une créature humanoïde fabriquée à base d'argile et en fait qui est complètement, qui n'a aucun libre arbitre et qui fait tout ce que son maître lui demande de faire. En fait, c'est un être façonné et qui est là pour servir son maître, voilà, que la magie anime, être magique. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, le film a été tourné donc en Allemagne durant l'été 83. Et paraît-il que c'était un des étés les plus chauds depuis 25 ans. Donc, je vous laisse imaginer l'enfer que ça devait être sur les plateaux. Je pense ouais, notamment des personnes voilà, qui portaient un costume. Ou même simplement voilà, d'avoir ce maquillage, voilà, de transpirer sous le maquillage. Je pense aussi à toutes les personnes qui devaient animer, voilà, tous les machinistes qui devaient porter des charges lourdes ou voilà, ou pour animer toutes les bestioles, là, pour animer par exemple Falcor, voilà, il devait être absolument bien transpirant. Et ce qui est hallucinant aussi, c'est comme voilà, la qualité des cassettes vidéo était médiocre, hein. Surtout après plusieurs visionnages. Voilà, c'est-à-dire que plus en fait on visionnait ces VHS, plus il y avait du bruit dessus, plus il y avait du. Mais c'est vrai que c'est des trucs qui doivent paraître invraisemblables aujourd'hui à des jeunes, mais c'est-à-dire que cette vidéo, il y avait beaucoup de bruit en fait, comme des. Comment on pourrait dire, comme de la neige un peu dessus, comme des petits filaments. En fait, c'était du. C'était un support qui s'abîmait. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est le fait d'être en haute définition. Je trouve qu'on comprend beaucoup mieux également les effets spéciaux. Je trouve que c'est un film extrêmement noir, à l'histoire sans fin. Enfin, extraordinaire, je trouve, ce montage. Ce zoom là vers les yeux du mangeur de pierre.
Voilà, donc là on voit bien que c'est devant un fond vert, ça. Vous pouvez voir au niveau des ailes. En fait, les fonds verts, on les remarque assez facilement avec les cheveux et les parties qui bougent beaucoup, assez fines et qui bougent beaucoup. Ce- L'histoire sans fin est peuplée de personnages tout à fait étonnants. Alors, regarde ces deux têtes là. Bah, regardez là, cette espèce, c'est horrible, là, cet homme éléphant là. Non mais c'est flippant. Vous voyez ça quand vous avez 10 ans, c'est tout à fait flippant là. L'homme a trois têtes. Ah non, c'est pas à trois têtes, c'est à trois visages là. Vous dites putain, il doit souffrir le martyr là de se partager une tête à trois visages. Il y a ces énormes têtes là montées sur des tout petits corps. Tout à fait flippant. Ouais, ça, je crois que je devais me recouvrir les yeux quand je voyais ça. Là. Ces doubles visages qui se partagent une tête, là, qui ont un œil en commun. Oui, alors, il y a un point que je trouve tout à fait étonnant. Voilà, donc à l'époque, il n'y avait évidemment pas de multiplication numérique. Donc évidemment qu'aujourd'hui, il y aurait eu 200 personnages qui auraient peuplé cette salle d'audience. Bon, bah, à l'époque, voilà, c'était uniquement les personnes, des personnes réelles qu'on pouvait costumer, maquiller. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça donne vraiment cette impression de restrictions budgétaires. Voilà. Mais à l'époque, c'était quelque chose de normal. Alors là, il y a un truc incroyable que j'ai lu sur IMDb. Donc c'est à la 21e minute. Donc c'est la première. En fait, c'est la vue d'ensemble sur la salle de fête où on voit l'ensemble de l'auditoire. Je crois pas que ce plan se reproduise après. Donc à la 21e minute, vous faites pause. Et en fait, sur la droite, vous pouvez voir au fond de la salle, donc il y a Mickey Mouse, il y a également Chewbacca, il y a également C3PO, il y a E.T. Et pour finir, tout sur la droite, il y a deux Ewoks avec leur lance. Et on les voit uniquement pour les plans extrêmement larges, les vraiment plans d'ensemble. Il y en a un deuxième, je crois, pendant la scène qui dure vraiment quelques secondes. Plan très large et où on remarque d'ailleurs que en fait, c'est donc ces personnages là que je viens de vous dire, enfin, ces personnages vraiment périphériques ne bougent pas. Hein. Je pense que c'est des simples trucs posés, c'est des cartons, enfin vous voyez, des pantins. Il n'y a pas d'acteurs à l'intérieur. C'est simplement voilà les acteurs, c'est uniquement donc costumés, c'est uniquement pour les plans plus rapprochés, mais pas pour ces plans d'ensemble. Alors Noah Hathaway, apparemment aujourd'hui, il a une boutique de tatouage à Los Angeles. Oui, donc dans le livre, L'Histoire sans fin de Michael Hand, Atreyu, le guerrier des hautes plaines, en fait, est présenté comme un personnage à la peau verte. Et donc il y a eu des essais maquillage avec Noah Hathaway donc, pour lui donner cette peau verte. Et en fait, les essais se sont pas avérés concluants. On a décidé voilà, qu'il ait l'apparence en fait
d'un être humain, d'un petit garçon de la Terre. Voilà. Mais normalement, il est censé être vert. Ce qui, je pense, aurait été encore un peu plus déroutant pour un enfant qui regarde le film. Donc, alors, pour la petite histoire, en fait, c'est un livre, l'Histoire sans fin, qui s'adapte à son lecteur. Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, là, le mec de la librairie lit l'Histoire sans fin, le héros est très certainement, là, Monsieur Corrender, le héros est très certainement une personne voilà, de 50 ans. Voilà, c'est peut-être un peu moins physique, il y a peut-être moins de cheval dans l'histoire. Mon premier contact avec l'Histoire sans fin, ça a été via le programme télé. L'Histoire sans fin, c'est un film qui devait passer à peu près chaque année sur la 5. Donc pas la cinquième, la 5. C'est une chaîne qui a fait faillite dans les années 90. Je crois qu'elle a été créée ouais, dans les années 80. Et en fait, qui passait plein de films. Il y a aussi plein de programmes pour la jeunesse. Et donc voilà, et entre autres, notamment, il passait chaque année l'Histoire sans fin. Et moi, je me souviens, je lisais comme ça, à chaque fois, je lisais en fait, le résumé du film. Il y avait aussi la rubrique si vous avez manqué le début. Il y avait aussi des photos du film. Et enfin voilà, ça me revient, en fait, cette photo, je crois, cette première image, en fait, que j'ai eue de l'Histoire sans fin, c'était le mangeur de pierre. Il y avait une photo comme ça, on voyait cet immense mangeur de pierre, cet homme falaise. Et voilà, bon, j'avais été scotché, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film? À l'époque, je connaissais pas la notion d'ovni cinématographique, mais c'était tout à fait ça dans ma tête. C'était, mais qu'est-ce que c'est que ce film qui ressemble à aucun autre? Voilà. Donc ça, c'était le premier contact. Le deuxième contact, c'était via ma voisine de classe en CM1. En fait, qui avait des parents assez cool, puisqu'ils lui avaient laissé regarder le film. Voilà, en semaine. Et donc, elle m'avait raconté le lendemain ou le surlendemain tout le film. Et alors là, voilà, donc, elle m'avait parlé du chien, là, euh, le, le chien, le chien dragon, là, incroyable, du loup, là, qui poursuivait le héros. Elle m'avait parlé de la montagne tortue. Bon, enfin, bon, moi, voilà, quoi, pour moi, c'était un film presque de malade, en fait. Et voilà, et c'est vrai que j'avais commencé à m'imaginer tout ce film. Et, j'ai eu, je pense, bah, ça devait être voilà, toujours l'année de la CM1, j'ai eu la cassette vidéo de l'Histoire sans fin. Ça me revient, c'était les éditions Warner Bros. Popcorn. Et donc j'ai regardé enfin l'Histoire sans fin. Et en fait, c'est assez bizarre parce que ce film, c'est vrai que ça exerce une énorme fascination sur moi. J'ai, il fallait que je le voie, il y avait une curiosité pour voir ce film, mais en même temps, c'est un film qui me faisait peur. Je me souviens que voilà, tous ces personnages bizarres, voilà, c'est-à-dire que même les gentils
même les personnages gentils, il y en a qui ont des, quand même, qui sont assez bizarres, qui ont des drôles de gueule. Il y a également des personnages méchants. Il y a le loup là qui poursuit le héros. Donc il y avait, ouais, c'était bizarre ce mélange de fascination et de peur. Ça, c'est une scène, bah voilà, je pense qui a marqué bah, tous les enfants de ma génération. Rien que la musique là, comme des battements de cœur. Ça fait peur. C'est également une scène très triste. Et voilà, j'ose pas imaginer les gosses qui en plus étaient fans de chevaux, ce qui n'était pas mon cas, mais voilà, qui voyaient cette scène. Je, je sais pas si aujourd'hui enfin, les films évoquent comme ça la tristesse. Est-ce que c'est la tristesse? Ce qui peut la provoquer? Comment la combat? Alors paraît-il, il y a eu un accident là pendant le tournage dans les marais. En fait, Atriou, joué par Noah Hathaway en fait, l'acteur, a été en fait sa jambe a été coincée dans l'ascenseur en fait qui voilà qui faisait que le cheval descendant en fait qui crée cette sensation là de sable mouvant. En fait, c'est de la boue qui est mise sur un ascenseur quoi, qui déplace. En fait, sa jambe a été coincée et il a été tiré comme ça donc dans le marais, noyé. Et en fait, on l'a secouru, il était inconscient. Oui, et là, par exemple, Noah Hathaway, il pleure. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être interdit des jeunes acteurs de on doit estimer que c'est les torturer que voilà, de leur demander de pleurer pour une scène. Et ça se ressent, ça. Voilà, on sent il a vraiment chialé, quoi, l'acteur. Mais lui aussi. Et peut-être même moi aussi, à l'époque, je pleurais. Mais c'est triste, hein. C'est extrêmement triste. Tout est triste, quoi. C'est-à-dire que pour Bastien, c'est triste ce qu'il est en train de lire. Sa vie est triste également. Il a perdu sa mère. Tout est. C'est triste. Il y a peu d'espoir. Bon, là encore, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que ça choque. Il y a très peu de profondeur de champ là dans tous ces plans faits en studio. Aujourd'hui, voilà, c'est rien du tout de rajouter, en fait, de multiplier les arbres.
On voit qu'il n'y a que la tête qui bouge de la tortue. Le reste semble fixe. Et donc la tortue Morla est schizophrène. Elle a décidé de devenir schizophrène pour combler sa solitude. C'est vraiment, je trouve, il y a une grande solitude dans l'histoire sans fin. Ce sont des personnages qui errent dans des déserts humains. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus possible un scénario comme l'Histoire sans fin 1, où le personnage principal est tout seul. La majeure partie du film voilà, effectue la plupart des actions seul. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il aurait forcément, voilà, il serait forcément accompagné, il aurait forcément des associés, des conseillers, voilà, des confidents, des personnes pour l'aider dans sa quête. J'ai pas en tête un film récent où voilà, il est comme ça un personnage qui soit seul au monde. Enfin, je parle, il y a quelques films, mais en ce qui concerne les films pour enfants, j'ai uniquement voilà, je pense à Harry Potter, je pense voilà le monde de Narnia, c'est-à-dire que c'est voilà à chaque fois il y a un personnage principal, mais il est entouré, il est aidé, donc que ce soit ça peut être par un garçon, par une fille, ça peut être, je pense par exemple dans Star Wars, ça peut être par voilà, une créature fantastique, bon, voilà, qui a une espèce de soutien affectif, bon, qui ne l'aide pas vraiment beaucoup, mais qui a un soutien affectif. Et puis surtout, ça permet également de dédramatiser voilà, la solitude du personnage. Euh, mais voilà, mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'écrit plus des scénarios comme ça, où pour enfants, où voilà, le personnage principal est tout seul. C'est d'ailleurs, je pense, la différence, on en reparlera après. Bon, dès que je sais pas quoi dire, je vous parlerai de l'Histoire sans fin 2. Mais voilà, l'Histoire sans fin 2, c'est beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus joyeux. Pour le coup, je trouve que c'est plus destiné à un public jeune. L'Histoire sans fin, c'est sombre. Retour à la réalité que voilà, n'apprécie pas du tout Bastien. On peut s'imaginer qu'il a aucun camarade de classe. Voilà, il va devoir affronter ses professeurs qui vont lui demander pourquoi il n'est pas venu à l'interrogation, retrouver éventuellement les tyrans de la rue, retrouver son père. Voilà, donc, il choisit de pas revenir dans la réalité, mais voilà, c'est un peu à contre-cœur parce que voilà, par rapport à ce que lui a dit son père, tu dois garder les pieds sur terre. Voilà, il sait qu'il fuit la réalité. Il fait pas ça avec plaisir. Voilà, donc là, on voit l'école qui ferme. C'est quand même là, il se marginalise complètement. Il se choisit de rester enfermé dans son école. Tout d'un coup, l'école se transforme en un lieu fantastique où se déroule également une aventure qu'il a peur. Il choisit dans un premier temps de fuir, puis il revient affronter sa peur.
Il y a une scène qui devait être tournée là, mais qui n'a pas été tournée pour des raisons budgétaires, qui est dans le livre. Et en fait, c'est un affrontement entre Atreyu et une araignée géante qui balance des millions d'insectes venimeux. Et en fait, voilà, Falkor intervient à ce moment-là pour secourir Atreyu. Et d'ailleurs, dans l'affrontement, il se fait blesser. C'est pour ça qu'on voit après quand ils sont là chez les lutins, la vieille dame piquer, administrer un médicament à Falcor, voilà, c'est pour le soigner de ses blessures à cause de l'araignée géante. On voit Bastien qui crie, donc dans le film, enfin c'est monté, c'est par rapport à la tortue Morla, en fait, c'était il criait par rapport à l'araignée géante, ça a été remonté. Voilà, donc là il va y avoir un petit moment de répit, puisque là, on peut le dire, la tension était, surtout pour des enfants, était à son comble. Donc voilà, il va y avoir l'arrivée de Falcor va apporter voilà, un petit peu d'apaisement, de repos. Alors je crois que ça avait nécessité un énorme travail, la créature de Falcor. Donc oui, qui est une créature assez étonnante. Donc c'est un dragon à tête de chien. C'est comme un mix entre un dragon et un chien, parce que il a également voilà, il a la queue d'un dragon, ouais, les pattes d'un dragon, voilà, mais du pelage et également des écailles sur le corps. Ça, c'est extraordinaire, hein, la créature de Falcor. Voilà, donc tout ça, voilà, c'est taille réelle en fait, hein. C'est de l'animatronique, mais donc à grande échelle, hein. Voilà, c'est pas un modèle réduit. Voilà, donc on a le contraste là avec Morla qui n'aimait pas les enfants. Voilà, c'est un dragon porte-bonheur. Voilà, c'est enfin un moment d'apaisement dans le film. Voilà, enfin une créature qui aime les enfants, un peu d'apaisement dans le récit. Alors, il y a beaucoup d'éléments qu'on resservit dans l'histoire sans fin 2. Les studios font souvent ça. Voilà, elles récupèrent des maquettes, des créatures, des déguisements. Voilà, et ça permet de réduire les coûts des suites. Voilà, donc l'histoire sans fin 2, enfin, c'est exactement le même design. Falcor a le même design. En revanche, je crois qu'il l'avait refait pour le 3. Voilà, pareil, le mangeur de pierre dans l'histoire sans fin 2, c'est le même design. Voilà, on sent, enfin, on sent que c'est voilà, les mêmes possibilités voilà, de déplacement, d'animation. Voilà, donc ils ont repris, ils ont sorti le truc du hangar et un petit coup de peinture, on repart comme en l'an 40. Voilà, donc là, ils ont fait les fameux 10 000 miles qui semblaient impossibles à Triou pour rejoindre donc l'oracle sudérien qui sait tout. Alors, un petit point technique. Le, le format de l'histoire sans fin, euh, le, le ratio image
c'est-à-dire donc tel que le film a été tourné et tel qu'il devrait être projeté dans des conditions idéales, c'est 2,35. Qu'est-ce que ça veut dire 2,35? En fait, donc c'est 2,35 pour 1, soit 2,35. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez par exemple un écran de 1 mètre de haut, il faut que sa largeur soit de 2,35 m pour projeter l'histoire sans fin dans des bonnes conditions. Donc ça vous donne une image, c'est vraiment c'est très large. Même pour du cinéma, c'est très large. Voilà, c'est le format du cinémascope. Donc c'est une image vraiment panoramique. Le problème, c'est qu'à l'époque, les téléviseurs, les écrans de télévision, c'était des formats 4 tiers. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, que si on avait par exemple 30 cm de hauteur, la largeur c'était 40 cm. Donc on obtient le ratio 4 largeur par 3 hauteur, 4 tiers. Ce qui nous fait, si on divise ça, et pour comparer à tout à l'heure, ça nous fait 1,33. Donc, pour rappel, tout à l'heure, le format très large qui est utilisé par l'Histoire sans fin, c'est 2,35. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on essayait, par exemple, de caler l'image de l'Histoire sans fin dans un téléviseur 4 tiers, sans toucher, si par exemple on ne touchait pas à la hauteur, qu'on essaie de caler ça, et ben on aurait que 0,57% de l'image. On va arrondir, on dit 60% de l'image. Il y aurait 40% de l'image qui serait tronquée. Alors donc ça a été un véritable casse-tête pour donc les éditeurs de cassettes vidéo, quand Warner Bros voulait commercialiser le film en cassette vidéo, donc après l'exploitation salle, quand un an après on pouvait l'exploiter en cassette vidéo. C'était un véritable casse-tête également pour les passages à la télé. Comment ce film, donc, qui avait été finalement prévu pour des salles de cinéma, comment le passer à la télé sur des petits écrans. Donc il y avait plusieurs techniques. Alors l'idéal, le plus puriste, c'était ces fameuses bandes noires. Donc c'est-à-dire que vous caliez en fait vous basiez sur la largeur, vous respectiez la largeur originale, et en revanche, automatiquement, ça crée vous étiez obligé de combler tout le vide par du noir, et c'est donc ce qui a donné ces fameuses bandes noires. Donc, les films, on pouvait se les procurer donc en format original, mais donc on avait auquel cas ces bandes noires. Également, il y avait des chaînes qui diffusaient les films comme ça, donc dans leur format original en 16:9. Mais donc apparaissaient ces bandes noires qui occupaient finalement énormément de place à l'écran. Alors après, il y avait une autre technique un petit peu moins reluisante, qui est la technique du pan and scan. Qu'est-ce que c'est le pan and scan? Ça consiste à effectivement tronquer une partie de l'image, donc les 40% dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'afficher en gros le reste. C'est-à-dire que le reste occupe la grosse partie de l'écran. Donc voilà, moi je me souviens, c'était le cas pour l'Histoire sans fin. J'avais une version comme ça, pan and scan. Je n'avais pas de bande noire ou bien très, très petite visible à l'écran. Alors donc, de temps en temps, ça marchait. C'est-à-dire que là où il n'y avait aucun problème, c'est si par exemple vous aviez un personnage visible à l'écran et centré, avec du paysage de part et d'autre, ça à la limite, il y avait une partie du paysage qui était tronquée, à la limite ça passait. Là où ça devenait bien plus problématique, c'est quand par exemple vous avez deux personnages qui se parlent,
un qui est sur la droite et un qui est sur la gauche, et voilà, et qui s'échangent, et ça arrive très souvent dans les films. Donc là, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, fallait choisir. C'est-à-dire qu'il y avait un point de vue. En général, voilà, le focus, il était sur le personnage qui parle, et quand l'autre personnage se mettait à parler, alors il y avait soit une coupure qui était établie, soit carrément un déplacement vers, alors là, c'est carrément un mouvement, donc un nouveau mouvement de caméra qui n'existait absolument pas à l'origine, un pan, vraiment un pan sur donc l'image pour passer au personnage B qui est donc sur l'autre côté de l'écran. Je trouve que le ciel étoilé est un peu pourri. Voilà, on sent vraiment les petites diodes électroluminescentes collées sur un fond noir. Voilà, là, on voit bien que c'est un collage, là, le personnage d'Atreyu qui avance dans le décor. Donc là, c'est du fond vert. Et avant, c'était une projection. On peut assez facilement voir les fonds verts en regardant les cheveux. Voilà, on peut voir que les bords des cheveux, par moment, les bords des cheveux d'Atreyu sont un peu bleutés, ou un peu verts selon les cas, selon le fond qui a été utilisé. Voilà, donc le plus dur étant les pointes de cheveux. Parce que c'est des parties très fines à détourer. Vous pouvez voir de temps en temps aussi des reflets carrément bleus ou verts sur les cheveux. Ça, c'est à cause voilà, la toile bleue ou verte qui est tendue derrière, voilà, qui se reflète sur les cheveux. Ça peut arriver quand voilà, c'est pas très bien éclairé à la base. Alors, il y a quelque chose que j'ai jamais compris dans cette scène. Je suppose que vous avez vu le film. Donc, quand il voit la tête du chevalier décédé, il a peur, il se met à douter, et aussitôt les yeux donc des deux statues, voilà, il manque de confiance en lui, et et donc voilà, les yeux des statues se mettent à s'ouvrir, et ce que je comprends, c'est pourquoi voilà, il se fait pas tuer. À partir du moment où les statues ont décidé qu'il n'avait pas assez confiance en lui, enfin voilà, je vois pas comment il pourrait échapper au sort, voilà, à moins d'être, je sais pas, aussi rapide que la lumière, ce qui n'est pas son cas. Voilà, je vois pas simplement comment en courant il peut échapper au châtiment. Ah, c'est très très bien fait, hein, Falcon est extrêmement bien fait. Voilà, même voilà, s'ils avaient été, voilà, pour réduire les coûts, ce qu'ils auraient pu faire, par exemple, c'est que toute la partie du corps soit fixe, ce soit un simple bloc. Mais là, il est également animé, la queue remue. On sent également voilà, le cœur
qui respire, là, tout ce corps qui bouge. Disons que c'est... Le corps n'est absolument pas inerte, il est vivant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a dû passer dans Falcor. Donc ça, c'est quand il est à terre. Ils avaient également un modèle beaucoup plus réduit, ou peut-être à l'échelle 1/20, en fait, pour le faire voler, où en fait, il l'agitait avec des baguettes à plusieurs, comme ça, voilà, les pattes, la tête, et devant un fond bleu, ce qui permettait de détourer après le chien dragon Falcor et de l'incruster, voilà, dans les décors de Fantasia, voilà, dans les nuages de fumée là qu'on a vu au début. C'est ça qui est, voilà, qui est assez, je trouve, sympa avec l'histoire sans fin, c'est qu'on passe, voilà, dans des décors assez différents, des climats différents, des atmosphères différentes. C'est vraiment, c'est un gros voyage à chaque fois, les aventures dans l'histoire sans fin. Donc là encore, hein, toujours, hein, par rapport aux productions modernes, c'est vrai que ça choque de voir aussi peu de profondeur de champ. Voilà, on sent vraiment qu'ils sont dans un studio. Et voilà, aujourd'hui, évidemment, on incrusterait des montagnes à perte de vue. Là, voilà, on voit tout de suite quand, en fait, on s'imagine très bien les limites du studio. Ce qui est étonnant, c'est que, parce que tout à l'heure également, quand Bastien a poussé un cri en voyant la tortue Morla, donc Atreyu et Morla l'avaient entendu, mais ça ne les avait pas choqués. Euh, là, là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'Atreyu voit Bastien, voit un garçon qui lit un livre, voilà, qui est habillé d'une façon qu'il doit trouver assez étrange. Ça n'a pas l'air de le choquer plus que ça. Et en revanche, voilà, ça fait vraiment peur à Bastien de voir Atreyu dans le miroir. Voilà, on se demande qui a placé toutes ces bougies. Je profite de ce petit moment d'accalmie pour vous faire un petit point sur Wolfgang, pas Amadeus Mozart, mais Petersen, donc qui vient pas d'Autriche, mais d'Allemagne. Il est né le 14 mars 1941 à Emden, en Allemagne donc. Ce monsieur a donc 72 ans. Bon, la biographie, ça me fait chier, je vais la passer. Je vais direct à la filmo. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Patterson? Ah, excellent, il a commencé en fait à réaliser des épisodes de la série allemande policière Tator. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Enfin, le nom me dit quelque chose, mais voilà, je pense que j'avais jamais regardé plus de 5 secondes. Je me suis jamais attardé plus de 5 secondes sur un épisode de Tator. Ça devait passer, ça dans les années 80, 90, euh, et même 70, mais j'étais pas né, ça devait passer sur, je sais pas, il me semble que c'était sur Antenne 2. Bon, enfin bref, donc c'est marrant. Alors, il a fait l'épisode 6 de la saison 2, l'épisode 6 de la saison 3, et l'épisode 6 de la saison 4. Non, je rigole, c'est l'épisode 5 de la saison 4, mais par contre, il a fait l'épisode 12 de la saison 6 de Tator, et même l'épisode 4 de la saison 8. Bon, donc ça l'a bien lancé, ça l'a bien nourri pendant les années 70.
1981, Das Boot, le bateau. C'est son film d'ailleurs le mieux noté sur Allociné, 4 étoiles, c'est assez rare, hein, c'est une vraiment bonne note. Le bateau, c'est un film que voilà, je suis vraiment dans la... J'ai pas un avis très original puisque je vous encourage à voir ce film. Le bateau, ça se passe dans un sous-marin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est tout à fait original comme univers, et puis c'est vrai que c'est très rare également d'avoir finalement le point de vue des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc le bateau, 1980. 3 années plus tard, c'est le film que nous sommes en train de regarder, c'est Histoire sans fin, 3,6. Ensuite, une année plus tard, oui donc là il est Monsieur Peterson est aux États-Unis, il fait Enemy. Wow, 6 ans plus tard, je sais pas ce qu'il a foutu pendant ce temps, Troubles. Ensuite, dans la ligne de mire, ah oui, avec Clint Eastwood. Alerte avec Dustin Hoffman. Air Force One en 97. En pleine tempête, c'était le truc, la catastrophe avec George Clooney et Mark Wahlberg. 3, 2004. Il prend son temps hein, entre deux films. Hein. Il y a quand même 4 années entre En pleine tempête et 3. Donc 3, c'est le péplum action qui se passe, qui relate la guerre de Troie. Donc énorme casting, il y a Brad Pitt, Eric Bana. 2006, Poséidon, et donc là c'est un peu la perte de vitesse hein, qu'on ressent dans la note 2,3. Poséidon, donc c'est le film catastrophe, là j'ai vu des images, ça ne m'avait pas trop tenté, c'est l'immense paquebot qui sombre, voilà, faut vite évacuer le navire, sinon on va mourir dans les eaux glaciales de l'océan. Alors ensuite 2 minutes Uprising. Non mais voilà, donc après, ah non mais c'est terrible en fait, Poséidon c'est son dernier film. Et après c'est des projets de films. Attendez, je vais aller voir en production, peut-être qu'il a fait des trucs depuis Poséidon. Non, oh, c'est terrible. Bon enfin en même temps ouais, ça lui fait quoi, c'est ça. Il doit avoir ça, 65 balais, quand même une belle carrière, hein, Wolfgang. Ah, et il avait donc également participé au scénario du bateau et de l'Histoire sans fin. Voilà pour notre ami Wolfgang. Ou sinon, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, il y a l'animatronique qui est juste devant en fait un écran de projection et ils projettent le film donc, qu'ils doivent avoir du coup sous la main. Voilà, ce qui permet d'éviter de détourer le chien. Et alors, paraît-il, il y a un parc en Allemagne, à Munich, où on peut faire chevaucher Falcor. Voilà, c'est une attraction dans un parc, comme fait Bastien à la fin du film. Voilà, donc il a choisi le nom. Voilà. Bastien a choisi le nom qu'il donnerait à la petite impératrice. Maintenant, il lui reste plus qu'en fait à accepter qu'il voilà, il peut le communiquer à un monde irréel, à un monde qui n'existe que dans ce livre. À croire au fantastique. Voilà, donc là ils ont atteint les limites de Fantasia, enfin voilà, de ce qui reste de Fantasia, le reste étant aux prises avec le néant. On peut imaginer qu'en fait le néant c'est la frontière qui sépare le monde des humains du monde de Fantasia. Le monde réel et le monde imaginaire. Et que le monde réel prend de plus en plus d'importance et que le monde imaginaire rétrécit comme une peau de chagrin. Voilà. Pour la métaphore. Ouais, c'est sûr, il y a des moments qui me faisaient bien flipper dans l'histoire sans fin. Mais en fait, d'ailleurs, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que
Voilà, l'histoire sans fin, c'est un film, je me souviens la première fois que j'ai visualisé la VHS qui m'avait bien fait flipper. Et comment dire, alors que c'est un film pour enfants, et je crois, peut-être un an, un an après ça, on m'avait expliqué là, comment utiliser comment enregistrer des films à la télé avec le magnétoscope. Et bon bah, euh, j'ai rien trouvé de mieux pour mon premier film d'enregistrer jeu d'enfant, Chucky Number One. Et donc évidemment qu'il y a un film aussi qui m'a marqué, que j'avais trouvé bizarre, mais tout compte fait, je crois que j'ai eu bien plus peur en réalité la première fois que j'ai regardé l'histoire sans fin que la première fois où j'ai vu Chucky la poupée de sang. Allez savoir pourquoi. Donc petit à petit, en fait, j'avais plus peur en voyant l'histoire sans fin, mais il y a un autre sentiment qui a pris le pas, c'est la tristesse, la mélancolie en voyant ce film. Je trouve que c'est terrible en fait l'histoire d'Atreyu en fait. C'est cet enfant qui est contraint de devenir adulte comme ça quasiment instantanément et à qui on confie une mission compliquée, dangereuse, et il a le sort de l'humanité entre les mains et il est seul. C'est ça que, en fait, je crois que je trouvais le plus terrible dans le film, c'est à quel point il est seul. Voilà, son seul compagnon, c'est son cheval, il le perd. Après, voilà, il rencontre des personnages, mais qui sont, je trouve, très différents de lui, qui semblent avoir des priorités différentes, qui sont même d'espèces différentes. Voilà, que quand il rencontre euh, les petits vieux là à l'oracle, en fait, bon, voilà, c'est une autre race. Et je trouvais ça terrible, moi, la solitude d'Atriou, et c'est vrai que je m'identifiais, voilà, ça m'arrivait de m'identifier à ce personnage, voilà, qui est tout seul. Bon, attention, là, je suis sur le divan, mais voilà, c'est cette solitude au milieu d'un monde d'adultes, voilà, qui exerce une pression très importante sur vous. Voilà, c'est dit. Ce qui est tout à fait truculent avec l'histoire sans fin, c'est les mises en abîme. Il y a même des mises en abîme, j'ai envie de qualifier de doubles, qui deviennent du coup tout à fait vertigineuses. Alors pour commencer dans les mises en abîme, j'ai envie de dire de bas niveau, il y a quand Atreyu, donc, qui est un personnage de fiction, découvre que c'est à la fin, c'est avant l'affrontement avec Gmork, découvre une fresque qui raconte sa propre histoire. Donc c'est une histoire dans l'histoire. Euh, voilà, et la dernière case de cette fresque étant le portrait de Gmork, que l'on voit du coup quelques secondes après pour de vrai. Donc l'autre mise en abîme, c'est lorsque en fait petit à petit Bastien, donc dans un premier temps un simple lecteur, devient petit à petit auteur du livre qu'il est en train de lire. Ça commence lorsque voilà, il pousse un cri lorsqu'il il découvre la montagne Morla, la montagne tortue, voilà, et que en fait ce cri est entendu par Atreyu et Morla, personnages de fiction. Voilà, donc euh, ça va très loin puisque ça va jusqu'à la fin, voilà, carrément la petite impératrice dit à Atreyu qu'il y a un être humain qui a lu toutes les aventures d'Atreyu, qui a même participé, voilà, et ça va jusqu'à le dénouement final, c'est même euh, finalement le sauveur de Fantasia, le- la personne qui va affronter le néant, c'est Bastien qui était à la base de lecteur. Donc voilà une autre mise en abîme, et enfin une mise en abîme que je trouve tout à fait incroyable. Euh, c'est lorsque la, la petite impératrice explique à Bastien
que même en fait ces aventures, les aventures de Bastien, ont été suivies par des lecteurs. D'autres lecteurs ont suivi les aventures de Bastien lorsqu'il était maltraité par ses camarades de classe, lorsqu'il a volé le livre et lorsqu'il s'est réfugié dans le grenier. Donc là, c'est un message finalement elle fait presque allusion à nous en tant que spectateurs ou en tant que lecteurs du livre de Michael Ende. Voilà, et donc c'est vrai que là, ça devient tout à fait vertigineux parce que à notre tour, voilà, on peut se dire qui est en train de lire nos histoires. Voilà, donc ça devient assez vertigineux. Alors, je vais vous parler maintenant des mises en abîme dans le livre, enfin, disons, comment elles sont présentées dans le livre. En fait, l'Histoire sans fin, le livre que lit Bastien, est composé de 26 chapitres, qui vont donc, le premier chapitre, commence par la lettre A, et le dernier chapitre, donc le 25e chapitre, qui commence par la lettre Z. Ça, c'est voilà, le livre que lit Bastien. Bon. Sauf que, lui, le lecteur, il y a également un chapitre pour donc la personne qui a acheté le livre de Michael Ende, par exemple à la FNAC. Il y a également un chapitre 0 qui parle de Bastien qui se fait martyriser par ses petits camarades de classe, qui vole le livre dans la bibliothèque de M. Coriander et qui se réfugie dans le grenier de son école. Voilà, on continue un petit peu. Il y a un passage dans le livre qu'il n'y a pas dans le film. C'est à un moment donné, il y a un vieillard en haut d'une montagne qui est en train d'écrire un livre et qui n'est d'autre que l'Histoire sans fin. Mais, attention, l'Histoire sans fin avec 27 chapitres. Donc l'Histoire sans fin, non pas l'Histoire sans fin que lit Bastien, mais l'Histoire sans fin que lit le lecteur. C'est vrai que c'est assez vertigineux. Et voilà, on peut s'imaginer, voilà, est-ce qu'il n'y a pas également qu'il pourrait y avoir un autre livre avec un 28e chapitre qui parle du lecteur allant à la FNAC, acheter le livre l'Histoire sans fin de Michael Ende, voilà, avec ses petits soucis du quotidien, voilà, et qui... Donc voilà, c'est ça qui était, moi, que je trouve tout à fait planant, vertigineux avec l'Histoire sans fin. Je trouve ça un très bon exemple de mise en abîme. Là, il y a une autre scène, en fait, là, qui aurait dû être dans le film. Euh, Ça ne l'a pas été, peut-être pour des questions budgétaires. Il y a beaucoup d'images qui sont utilisées, enfin, pour le film que l'on voit. En fait, ça devait être deux géants de faits d'air, de nuages qui s'affrontent. Mais en fait, là où on voit où les images ont été finalement utilisées, c'est lorsqu'à la fin, Atreyu et Falkor se heurtent au néant, où il y a Atreyu qui finit par tomber dans le vide. Voilà, là on voit des images qui auraient dû servir pour cette scène. Euh, vous voyez ce qu'on voit aussi dans le générique, là, ces déplacements un peu étonnants de fumée, là, cette fumée qui semble animée, qui semble se mouvoir, qui semble dotée d'une intelligence. Pareil, ça devait servir pour ce combat de géants, d'air et de nuages. Ouais, donc évidemment, ils n'ont pas immergé la tête à 1 million de dollars de Falcor. Ils ont juste mis des petits poissons devant, des bruitages d'eau, un fond bleu, des algues, et voilà, on a l'impression qu'il est sous l'eau, mais évidemment qu'ils n'ont pas arrosé d'une goutte d'eau. Ça, souvent, pour faire ces scènes-là, en fait, c'est... Vous voyez, la caméra, elle est retournée. C'est simplement donc la loi de la gravité, et tout le décor, en fait, est disposé à la verticale. Le sol est mis à la verticale.
Voilà, donc à l'époque, pour détourer, en fait, quand ils avaient des. Donc ils filmaient des éléments. Et en fait, à l'époque, pour détourer, c'était avec un système de cache. En fait, il y a des personnes qui découpaient des caches pour garder uniquement l'élément qu'ils voulaient de l'image. Voilà, donc c'était, fallait. Je vais imaginer, pour 4 secondes, par exemple, de trucage, fallait créer 100 caches. Pour enlever donc tous les éléments indésirables, par exemple, je sais pas, des câbles, des parties du costume qu'on a envie d'enlever. C'est assez étonnant d'ailleurs la morale du film, c'est voilà, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Voilà, on vous dit qu'il faut avoir les pieds sur terre. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Rêvez, écrivez des histoires, écrivez des contes fantastiques. C'est tout à fait étonnant. C'est vraiment l'histoire sans fin. C'est le film pour contrebalancer ce que disent les parents et les professeurs aux enfants. Voilà, quand ils ont 10 ans. Voilà, où ils entendent toute la journée, on leur rabâche toute la journée. Ah, t'es dans les nuages, tu n'as pas tu es dans la lune, tu es lunaire, tu n'as pas les pieds sur terre, il faut être comme ci, il faut être comme ça, bon, dans la vie. Et voilà, le film dit exactement l'inverse, c'est vivez dans les nuages et le monde de Fantasia a besoin que les êtres humains rêvent. Et ça, c'est immense ce décor. Je crois que on le voit au début du film. Oui, c'est le décor où c'est la salle de fête hein, qu'on voit au début du film. Où Atreyu est choisi pour porter Lorraine. Alors, un petit point sur la petite impératrice, Childlike Empress, qui est jouée par Tammy Stronach. Alors, une fois de plus, on retrouve le personnage de la petite impératrice dans l'Histoire sans fin 2, mais c'est une autre actrice qui interprète le rôle. Et en fait, dans le 2, c'est une ado quoi, qui fait la petite impératrice. Et
Là encore, ça m'avait un peu surpris quand j'avais vu, donc après avoir vu l'Histoire sans fin 2, j'ai vu l'Histoire sans fin 1, de voir un enfant jouer à la petite impératrice. J'avais été épaté par sa jeunesse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, ah oui, donc elle a un parcours incroyable. En fait, son père est écossais, sa mère est israélienne. Elle est née en Iran. Son père, c'est un expert de la Perse. Et en fait, quand il y a eu le Shah a été renversé dans les années 70, sa famille a été obligée de fuir aux États-Unis. Là, voilà, elle a pris des cours de théâtre, elle a fait le casting, elle a été prise, et donc voilà, elle a tourné ses scènes pour l'Histoire sans fin. Et ce qui est assez étonnant, je ne sais pas si vous voyez ces scènes, enfin les décors dans les scènes qu'elle a tournées sont absolument pas spectaculaires. Hein. Soit elle est toute seule, soit elle est juste avec Bastien. Il y a même, je crois à la fin, il y a même plus de décor, c'est juste un fond noir. Donc en fait, elle pensait tourner dans une petite production, voilà, un truc qu'elle allait pas faire de vagues, qu'elle allait passer une ou deux fois à la télévision et basta. Et c'est sûr qu'elle a été tout à fait surprise quand elle a vu son visage sur l'affiche voilà, d'un des plus gros blockbusters de l'année et qu'elle a dû se voir un peu partout dans les rues des États-Unis. Tammy Stronach. Et donc aujourd'hui, elle est. Donc alors, ça lui fait 41, 42 bientôt. Et elle est danseuse et elle vit aujourd'hui en Israël. Voilà pour Tammy Stronach. Apparemment, Tammy Stronach avait perdu ses deux dents de devant juste avant le début du tournage. Je pense à cause d'un accident, je pense pas qu'elle avait encore ses dents de lait. Et donc, en fait, l'équipe du film a dû lui en confectionner des fausses. Et ce qui, apparemment, voilà, provoque un léger cheveu sur la langue. Ah, donc là, c'est tout à fait étonnant, hein, la petite impératrice qui regarde la caméra. Voilà, là, c'est presque la petite impératrice qui parle au spectateur, qui dit au spectateur, voilà, Alors, je n'ai jamais réussi à comprendre le prénom, donc en fait le prénom de la mère de Bastien euh, dans la VF, et je ne l'ai pas compris non plus dans la VO. Donc j'ai triché, hein. J'ai été regarder le nom que donne Bastien à la petite impératrice sur IMDb, donc il lui donne le nom de Moon Child, l'enfant de la lune, et je trouve ça assez excellent, lui qui est tout le temps dans la lune, voilà, cette histoire qui est complètement fantastique, je trouve que ça lui va très bien, la petite impératrice, Moonchild. Et apparemment, je suis pas le seul à avoir du mal à comprendre le prénom qu'il lui donnait. Voilà, c'est dans l'Histoire sans fin 2 où le traitement est un petit peu différent. Dans le livre, en fait, il a vraiment. Bastien lui confie vraiment le pouvoir de reconstruire voilà, le royaume. C'est vraiment comme un roi. Donc en fait, c'est plus par rapport au film L'Histoire sans fin 2, le livre c'est plus une réflexion sur le pouvoir et sur. Bastien est doté d'un énorme pouvoir et en fait il a tendance à en abuser. Voilà, il y a notamment des peuples, voilà, pour faire en fait leur bonheur, ils souhaitent des choses qui en fait amènent à leur perdition. Je sais pas, par exemple, je crois qu'il y a comme ça une histoire avec un peuple plutôt voilà, qui avait un certain caractère, il décide de les rendre joyeux et danseurs. En fait, ça leur réussit pas du tout. Euh,
Et également, il décide dans le livre Bastien de devenir roi et de renverser la petite impératrice en montant une armée. Voilà, et donc il est aidé par une sorcière qui est donc la sorcière, ce personnage de la sorcière est repris dans l'Histoire sans fin 2. Voilà, et donc voilà, on retrouve aussi dans le livre, comme dans le film, il y a un affrontement avec Catriou. Mais si dans le film, l'affrontement se limite donc à ces deux individus, dans le livre, en fait, ce sont des armées hein, qui s'affrontent. C'est voilà, l'armée qui a levé Bastien qui s'affronte à voilà, la résistance menée par Atreus. Voilà, et les deux histoires se rejoignent dans le sens où, voilà, au fur et à mesure qu'il fait des vœux, il perd en fait ses mémoires d'humain, Bastien, et, euh, et en fait, Atreyu l'aide à retrouver son dernier souvenir, qui est le souvenir de sa mère, et ça lui permet de revenir, de rentrer du pays fantastique et de revenir dans le monde des humains. L'Histoire sans fin 2, donc, que j'ai vu en premier. Film qui m'a vachement marqué. Alors c'est assez drôle, d'ailleurs je viens de me souvenir de ça, j'étais allé le voir 3 fois au cinéma. Voilà, c'est comme ça quand on est petit. Voilà. J'ai dû aller le voir une fois avec ma mère. Après, voilà, évidemment, vous avez un pote qui l'a pas vu, donc vous retournez le voir avec lui, et puis voilà, puis une troisième fois avec un autre pote. Et bah, c'est un film qui ouais, m'avait beaucoup marqué, voilà, notamment la scène où voilà, il a peur voilà, de plonger du plongeoir de 10 mètres. Voilà, à la fin, il se jette là dans une cascade, on dirait les chutes du Niagara. La princesse, là, Xaïd, maléfique, et que bon, moi, je trouvais très très belle. Je dois avouer, j'avais eu le béguin pour la princesse Xaïd, malgré sa perfidie. Euh, voilà, le fait à la fin, c'est terrible, le fait, là, le personnage de Bastien qui en fait perd tous ses souvenirs, il perd contact avec le monde réel et finit même par perdre son souvenir le plus précieux qui est le souvenir de sa mère. Et donc en fait, voilà, il finit par être contraint d'errer dans Fantasia sans but, et son père qui pendant ce temps est mort d'inquiétude. Et l'histoire sans fin de film, voilà, je trouve un peu moins genre, bien fait, un peu moins bien réalisé que le numéro un peu moins poignant, ça m'a moins marqué, mais voilà, tout à fait, enfin vraiment, pour moi, ça fait partie du pack Histoire sans fin, et voilà, d'ailleurs, c'est l'adaptation de la deuxième partie du livre, donc c'est tout à fait à voir. Alors, l'Histoire sans fin 3. Donc, bon, bah, c'est un AV. Voilà, le seul truc peut-être qui sauve le film, c'est la présence de Jack Black qui joue le rôle d'un méchant. Pourquoi c'est un AV? Parce que c'est cartoonesque, c'est comique, ce à quoi se prête pas l'histoire sans fin, et c'est pas très bien fait. Je pense un truc une scène qui illustre bien l'histoire sans fin 3, c'est à un moment donné où on voit le mangeur de pierre pendant peut-être 3 minutes sur son vélo voilà, qui se déplace dans Fantasia. Donc c'est trop mal fait. On voit que c'est un mec voilà, qui est dans un costume voilà, qui pédale. Tout ce voilà, qui était hyper bien fait dans le 1 et le 2 voilà, pour donner cette impression d'immensité au mangeur de pierre est complètement détruit mais en un claquement de doigts. C'est-à-dire que voilà, voilà, l'effet il est complètement détruit. C'est un mec dans un costume en latex. Et pour couronner le tout, il y a la musique Born to Be Wild. Donc c'est voilà, complètement débile. Euh, voilà, et donc l'histoire, c'est il y a il y a des personnages de. Alors bon, on va dire le seul point positif, enfin disons plutôt la bonne idée de départ, voilà, c'était de transposer des plutôt je sais pas comment,
téléporter des personnages de Fantasia dans le monde réel. Et il y a notamment le fils du mangeur de pierre et une autre créature. Ah oui, c'est un arbre, voilà, qui apparaissent dans le monde réel. Mais c'est débile, quoi. C'est des mecs, voilà, c'est des mecs en costume. Voilà, qui arrêtent pas de se gameler avec des bruitages débiles de Tex Avery. Voilà, ça c'est pour l'histoire